Bonjour les géologiques, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, pour les roches aussi. Tout à fait Antoine, puisqu'une roche possède une composition minéralogique et donc chimique précise. Quand elle va rencontrer l'eau ou l'air, des réactions chimiques vont avoir lieu. Donc comprendre la formation d'un chaos granitique à partir d'un pluton, c'est faire de la chimie. En grande partie. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. On est dans la Manche, donc un des départements de la Normandie, et on est plus précisément à mi-chemin entre deux communes, Flamanville à l'ouest et commune des Pieux. Alors on est sur une cale qu'on appelle la cale Jouan, qui est à côté de l'anse de Scioto. C'est magnifique ici, hein. On est dans une carrière qui est juste au-dessus de la cale Jouan. On est dans le granit et on voit très nettement une roche massive avec des plans. Toutes ces fissures ici sont des diaclases et il y en a beaucoup ici et dans plusieurs directions. Ça c'est lié principalement à la rétraction du magma au cours de son refroidissement, mais aussi aux contraintes tectoniques qui ont pu avoir lieu après la formation de ce granitoïde. En effet, lors du refroidissement du pluton granitique, son volume va diminuer. Le granit se fend alors à l'origine d'un réseau de diaclases, c'est-à-dire de fissures sans déplacement entre les parties disjointes. Attention, ne pas confondre avec une faille. Prenons une analogie avec le bois, bien que la cause soit différente. Voici une coupe transversale d'un tronc fraîchement coupé et d'un tronc qu'on a laissé sécher. On observe des diaclases dans toutes les directions. Ces fracturations, et ici c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles vont être le lieu préférentiel pour la circulation de l'eau. Et surtout les fractures qui sont verticales, là, l'eau de pluie pénètre facilement là-dedans, circule et ensuite peut suivre les joints avec des pentes obliques. Et on remarque que dans chacune de ces fractures, il y a des teintes ocre qui sont nettement visibles ici. Et ça c'est lié au fer dissous dans l'eau et qui va s'oxyder et qui va donner ces teintes. C'est un argument supplémentaire pour dire qu'on a bien la circulation de l'eau dans ces fractures. Regarde maintenant dans la partie haute, tout là-haut. Oui. On voit des sortes de boules qui apparaissent. Oui. C'est magnifique, hein? Magnifique. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? En fait, on a tous les processus ici de l'altération du granit. Là, c'est magnifique cet affleurement de bord de route. On voit très nettement notre granit. Là, on a un truc extraordinaire. On a des diaclases qui sont dans ce sens-là. On a des diaclases qui vont dans ce sens-là. Des diaclases qui vont dans ce sens-là. Si bien que quand tu prends une pomme de terre et que tu la coupes dans trois directions à 90 degrés les unes des autres, tu obtiens un cube. Et ça, avant, c'était un cube délimité par des diaclases. L'eau, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a circulé dans les fractures, dans les limites de ce cube. Donc elle a circulé ici, elle a circulé en dessous, au-dessus, ici et sur ce plan. Et l'eau, en fait, c'est un agent d'hydrolyse. Donc l'eau, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a hydrolysé les minéraux et notamment, elle les a altérés. Tu vas mettre quoi comme fond là tout? Mes cailloux comme d'habitude, non? Ou une plage. Une plage. Fabrice vient de parler d'hydrolyse. Alors qui mieux que JF le chimiste pouvait nous répondre? En chimie de façon générale, qu'est-ce qu'on entend par hydrolyse? Alors si on fait un peu d'étymologie, hydro c'est l'eau, lyse c'est un suffixe qui signifie la destruction, donc en gros c'est la destruction d'un édifice par réaction chimique avec l'eau. On peut dire que c'est essentiellement axé sur l'autoprotolyse de l'eau, autoprotolyse étant la dissociation d'une molécule H2O en ion H+, et OH-. Et pour nos trois minéraux, quartz, feldspath et mica composant le granit? Est-ce que tu pourrais déjà peut-être nous faire un petit rappel sur ces trois minéraux? Ouais, c'est pas faux. Ces trois minéraux, c'est ce qu'on appelle des minéraux silicatés, car ils possèdent un motif élémentaire, un tétraèdre silicaté, SiO4, 4-, comportant un cation de silicium Si4+, et 4 anions d'oxygène O2-. Alors si on fait le calcul de charge positive et de charge négative, on se rend compte qu'effectivement, il y a 4 charges négatives en trop.
Excellent. Tu veux un verre d'eau? Ah ouais. Je vais mettre ça comme ça, le confort de la plastique. Donc tes minéraux, ils sont électriquement neutres? Bah oui, ils sont électriquement neutres, alors que le motif élémentaire, lui, est chargé négativement. Alors qu'est-ce que tu as comme hypothèse pour que le minéral soit électriquement neutre? Alors déjà, je suis heureux de savoir que le minéral, y compris chez les minéraux, on vérifie la loi de l'électroneutralité de la matière, ça me rassure quand même. Après, du côté des hypothèses, on pourrait dire que si on a des ions Si4+, et des ions O2-, peut-être que un ion oxygène pourrait être partagé par des atomes de silicium. Exactement. C'est le code du quark. Il n'y a que des tétraèdres, et ces tétraèdres partagent leur oxygène et sont électriquement neutres, formule SiO2. Alors c'est une formule chimique. C'est vrai que quand on dit SiO2, on ne dit pas tout à fait la même chose que quand on dit H2O. H2O, c'est la formule brute d'une molécule. Dans un litre d'eau, il y a énormément de molécules qui sont indépendantes les unes des autres. Alors que dans ton cristal de quartz, SiO2 représente une formule statistique qui me dit que pour un ion Si4+, j'ai 2 ions O2-. Mais il n'y a pas de molécule d'entité vraiment séparée SiO2. Est-ce que tu as une autre hypothèse? La seconde hypothèse, ça pourrait être comme tes tétraèdres sont chargés négativement, eh bien, il faut des cations positifs pour neutraliser l'ensemble de la structure. Bah super, c'est le cas des feldspaths. Et c'est quoi un feldspath? Alors, un feldspath, c'est un alumino-silicate dans lequel certains tétraèdres silicatés, qui renferment donc les ions silicium, sont remplacés par des ions aluminium, Al3+, qui remplace Si4+. Mais alors, c'est plus électriquement neutre alors. Oh non, tu vas pas refaire à chaque fois le truc, tu sais ce que c'est électriquement neutre. Eh bien, effectivement, ce n'est pas électriquement neutre. Et par rapport à ta deuxième hypothèse, pour stabiliser électriquement le minéral, il y a des cations, notamment des cations de potassium, de sodium et de calcium, qui sont à grand rayon ionique et qui viennent vraiment stabiliser les tétraèdres et donc l'édifice cristallin. Et on va prendre un exemple précis, qui est un feldspath potassique, qui est l'orthose. Voyons sa structure en 3 dimensions, c'est-à-dire la maille élémentaire de cette orthose, et nous observons des gros ions potassium qui viennent stabiliser l'ensemble de cette maille, ensuite le réseau, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe précisément lors de l'hydrolyse de ces feldspaths? Il va y avoir une substitution en fait des K+, qui étaient présents dans cette structure et qui avaient pour rôle de la stabiliser. Substitution par des protons H+. D'accord. Qui viennent occuper les interstices en fait dans lesquels se trouvaient les ions K+. Et puis, comme il faut que ça reste quand même électriquement neutre, il n'y a pas de la place pour 2 cations, donc les ions à gros rayons sont éjectés de la structure. Et les tétraèdres, eux, ils restent stables? Malheureusement, non. Justement, les ions H+, n'ont pas cette capacité à stabiliser l'ensemble. Ils restent préférentiellement dans les interstices, mais ils ne stabilisent plus, donc c'est un peu le château de cartes qui s'écroule. Voilà, et puis on est en solution aqueuse quand même, d'accord. Dissolution de ces tétraèdres, et puis probablement derrière des phénomènes de précipitation. Qui vont former des feuillets, et on va avoir de nouveaux minéraux qui vont apparaître, les argiles. Pour qu'il y ait hydrolyse, il faut qu'il y ait autoprotolyse de l'eau, pour qu'il y ait des protons. Est-ce qu'il y a un ou des paramètres qui favorisent cette autoprotolyse? Alors en fait, on peut déplacer l'équilibre d'autoprotolyse en se passant en milieu acide, et c'est là où le CO2 atmosphérique peut nous aider. Parce que quand on dissout du CO2 dans l'eau, eh bien on fait baisser le pH et on acidifie le milieu en fait. Alors après, ça peut s'expliquer par des réactions qui s'opèrent. Le CO2 se combine avec la molécule d'eau pour former un acide carbonique qui ensuite se décompose en H+, plus HCO3-, les ions hydrogénocarbonate. Au niveau réaction chimique, comment on écrit ça, la réaction chimique d'hydrolyse ici de l'orthose ou d'un autre minéral? Alors en fait, il faut distinguer la réaction chimique qui s'opère dans le milieu naturel de l'équation bilan, qui est en fait une modélisation de la transformation. C'est pas faux. Donc on peut écrire des équations bilan, effectivement,
soit en prenant directement l'orthose plus l'eau et en regardant les produits de la dégradation, enfin d'hydrolyse, D'accord. soit en intégrant dans l'équation bilan la présence de CO2. Mais globalement, en fait, l'orthose va réagir sous l'effet de l'action de l'eau, par hydrolyse donc, pour former un nouveau minéral et puis une solution de lessivage en fait. D'accord. Qui comporte les ions qui ont été éjectés du minéral hydrolysé. Alors, est-ce qu'on a des indications sur l'altérabilité de ces minéraux ? Alors, pour l'altérabilité de ces minéraux, oui. Et en fait, c'est un peu peut-être paradoxal. C'est-à-dire que je vais partir de la série de Bowen qui décrit l'ordre de cristallisation d'un magma au fur et à mesure que la température diminue. Eh bien, si je prends un feldspath plagioclase calcique qui cristallise à une température plus élevée qu'un feldspath potassique, eh bien ce feldspath calcique, lui, il a une stabilité qui est moindre que le potassique. C'est-à-dire qu'il va être plus altérable que le potassique. Donc pour retenir le degré d'altérabilité d'un minéral silicaté, eh bien on se réfère à sa température de cristallisation. T'as vu Julie là? Regarde, viens voir ça. Ouais. Oui, une forme un peu comme ça, oui, carré, cubique. Alors après, il faut voir en 3D comment ça se présente. Et les gros cristaux qu'on le voit ici, celui-ci est magnifique là. Tu pourras voir, il est maclé, on le voit qu'il est séparé en deux. Marque de Carlsbad. Là, c'est un feldspath potassique. C'est une orthose, celui-ci là. Alors oui, on a de la chance, il est rose cette fois-ci. Le quartz est stable sans cation supplémentaire et n'est pas hydrolysable. On dit qu'il est inaltérable. Il donnera du sable. Le mica noir contenant du fer donnera des oxydes de fer de couleur rouille et des argiles. Le mica blanc s'altère peu. Il va d'abord se fragmenter en petites paillettes de même composition chimique, la séricite. Une hydrolyse est cependant possible dans certaines conditions, mais vraiment partielle. On le voit ici, toutes les zones où l'eau a circulé sont altérées. Et lorsqu'on a un cube, quelles sont les zones les plus fragiles? En fait, c'est les arêtes. Et donc ces arêtes ici, tu vois, là, on voit encore l'angle ancien, et il commence à devenir arrondi. Ça va donner, le cube va donner un dé. Et si on continue le processus, à la fin, le dé va donner une boule. Et voilà. Parfois, on observe des boules en pelure d'oignon. En effet, il existe ce que l'on appelle un gradient d'altération entre les diaclases et le centre des boules saines, avec des zones de plus en plus altérées du centre de la boule vers les diaclases. Ce gradient d'altération peut se traduire par un gradient de variation de volume différentiel entre le cœur et la périphérie de la boule, formant des pelures d'oignon. Donc ici, on voit pêle-mêle des blocs de taille hétérométrique. Ces blocs sont mêlés à une sorte de dépôt un peu sablonneux, qui ne tient pas. Hein. Et ce dépôt, quand on regarde de près, au toucher, il y a de l'argile dedans. Il y a également un peu de sable et puis des éléments de taille variable. Pas bon. Il y a du sable. Ça râpe, Ça râpe un peu, ouais. ça absorbe, ça sèche la bouche. Un petit peu, ouais. Et surtout, il y a des grains, donc il ne faut pas le manger. Hein. Alors, ce qui est intéressant ici, et ça c'est fabuleux à cet endroit, c'est qu'on voit que de l'eau circule au travers de ces fractures, comme on le voit très nettement ici, là, dans cette partie-là. Lors de l'hydrolyse d'un minéral silicaté, on obtient un nouveau minéral qui est un argile et des cations en solution. Alors quel est le devenir de ces cations? Ça dépend de quoi? On va dire que leur devenir dépend de leur potentiel ionique. Alors c'est quoi? Le potentiel ionique, c'est le rapport de la charge de l'ion sur son rayon. Suivant ces potentiels, en fait, on peut effectivement classer 4 grandes catégories. En résumé, 2 grandes catégories par rapport aux cations qui vont être éjectés des minéraux silicatés. Il y a le groupe
sodium, potassium, calcium. Et puis il y a le deuxième groupe, fer, aluminium, et eux, ils vont précipiter. Les autres sont solubles. Exact. Ensuite, l'érosion, elle va éliminer le sable. Et qu'est-ce qui nous reste? Ce qui n'est pas facilement transportable par l'eau, et en l'occurrence, les boules. Ces boules ici, c'est un peu particulier, on est sur une pente. À la fin, elles peuvent rouler et se retrouver où? Sur le platier rocheux en contrebas. Mêlé à ce que l'on a vu en bas, il y avait un mélange de sable et de boules qui provenaient en fait des glissements qui ont eu lieu le long de cette pente, notamment pendant le quaternaire. Dans la nature, ça a sûrement des conséquences de connaître le potentiel ionique des cations éjectés lors de l'hydrolyse. Ouais, alors, effectivement, il y a des devenirs qui vont être un peu disparates. En tout cas, les cations à fort potentiel ionique vont avoir tendance à précipiter, donc à rester sur place sur le lieu d'altération de la roche. Donc aluminium, fer, titane, manganèse. Et les cations à faible potentiel ionique, comme le potassium, sodium, calcium. Alors eux, ils sont solubles, donc d'accord. Ils vont être effectivement entraînés en aval du lieu d'altération de la roche. Voilà une porosité de fracturation qui permet aux eaux souterraines de circuler et d'arriver ici jusqu'à la mer. Et les océans sont bourrés d'ions. Faut le savoir, ça. Et puis quand vous prenez une eau minérale, regardez la composition, l'étiquette eau minérale. Minérale, c'est effectivement, ça provient de l'hydrolyse par l'eau de ces minéraux silicatés et vous retrouvez dedans sodium, potassium, calcium. Merci aux géologiques encore présents. Un petit mot, Antoine? Continuez à apprendre et progresser. Sur le terrain. À bientôt pour de nouvelles aventures.